Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petite interview, je rappelle le concept, la série c'est le portefeuille 2 et on invite un investisseur du monde de la crypto-monnaie ou autre part qui va nous parler de son portefeuille, sa stratégie et comment il voit globalement ses investissements. L'objectif c'est que vous puissiez prendre un petit bout du portefeuille ou de la stratégie de chaque invité afin que vous puissiez construire votre propre stratégie. Aujourd'hui, on reçoit notre Québécois préféré, Paul de la chaîne Paul Crypto Formation. Il va nous partager un peu son portefeuille, comment il est rentré dans les cryptos bien évidemment, sa stratégie, est-ce qu'il fait plus du trading, de l'investissement, comment il utilise en fait les différents indicateurs on-chain, off-chain pour savoir s'il faut plus acheter ou vendre des crypto-monnaies. Et on va aussi un peu parler de la Fed, l'inflation, etc. Donc sur ce, place à la vidéo. Sur ce donc, trêve de mondanité, je vous invite à liker, vous abonner, commenter, le tout pour l'algorithme, c'est cadeau. C'est parti. Ok, très bien, on est live. Merci à toi, Paul, aujourd'hui d'être venu sur la chaîne nous partager tes petits secrets. La première question, la question que je pose environ à tous mes invités, c'est comment t'es rentré dans le monde des cryptos et qu'est-ce qui t'a poussé vers cet écosystème. Voilà. Premièrement, Benjamin, merci de me recevoir sur ta chaîne. Aussi, je voulais dire allô à tous tes auditeurs. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à rentrer dans le monde des cryptos? On en a parlé, dans le fond, dans la pré-entrevue. Mais c'est en 2016-2017. En fait, j'étais trader sur le marché des actions, des options et des contrats futurs. Puis là, je lisais aussi les rapports d'un mec qui s'appelait Cliff High, lui qui avait un logiciel de predictive linguistic qui était capable de prédire l'avenir en prenant des mots qui revenaient sur des blogs ou sur Twitter, puis de prédire l'avenir comme quoi que si nous, les humains, on avait une conscience collective qui était capable de prédire l'avenir. Ouais. Puis il avait prédit beaucoup de trucs vraiment qui étaient impossibles à prévoir. Là. Comme même, il parlait déjà du coronavirus il y a justement en 2016-2017 dans ses rapports. Puis là, il s'est mis à parler du Bitcoin en 2016. J'ai dit, OK, je pense que je vais en acheter là, quand il était autour des 400-500 $. Mais finalement, j'ai attendu un peu. J'en ai acheté mes premiers Bitcoins autour des 700 $. Puis après, au début, c'était juste pour faire des gains. Je comprenais pas trop la technologie. Je comprenais pas c'était quoi. Puis de fil en aiguille, quand on voit le Bitcoin monter, après ça, j'ai découvert l'Ethereum, après ça, les ICO en 2017. Là, j'étais accroché au niveau gain, parce que Ouais, là, je les comprenais qu'il y ICO, avait ouais, quelque c'était chose là. stratosphérique. Ah, c'était incroyable. En 2017, on mettait de l'argent dans n'importe quoi, puis fois 20, fois 50. Euh, c'est ce qui a changé maintenant. Puis après, j'ai commencé à découvrir la technologie derrière ça, le pourquoi le Bitcoin existe, les blockchains. Puis j'étais tout simplement accroché. Là, puis depuis 2017, là, à chaque jour, c'est mon quotidien là, d'étudier les cryptos, comprendre ce marché-là. Puis aussi, j'ai gardé quand même des positions dans les actions, puis dans le marché traditionnel. Ça fait que, ouais, pour répondre à la question, c'est comme ça que je suis rentré dans le marché des cryptos. Ok, très bien. Et du coup, t'étais professionnel, c'est-à-dire que t'étais trader professionnel pour une banque ou que sais-je, c'est ça? Non, pas du tout. Je tradais à mon compte, en fait. Comme D'accord. disons, la plupart des personnes en crypto, il n'y a pas encore de maîtrise en crypto ou de doctorat en crypto. Ça va venir. C'est ça qui est drôle. Mais c'est des gens comme nous qui vont créer la littérature pour ces gens-là qui sont plus avant-gardistes. Yes. Ok. C'est ça. Fait que de mon côté, j'avais suivi une formation de trading. Puis tout simplement, c'est ça. Moi aussi, je suis un athlète qui a quand même atteint un certain niveau en triathlon. Puis je pense que la discipline que j'avais en triathlon, j'ai réussi à la mettre dans la business puis dans le trading. Fait que c'est ça qui m'a aidé à devenir plus profitable. Eh, et Parce qu'au puis début, on fait toutes des erreurs. Ok, ok, cool. Bah, puis en 2022, tu peux même le mettre en crypto avec Stephen, hein. Tu peux aller cavaler et gagner des cryptos, donc, donc ça peut être pertinent. Maintenant, on a parlé juste avant, C'est vrai ça. un peu dans notre entrevue de la différence entre investissement et trading. Moi, je sais que dans ta stratégie, tu fais à la fois de l'investissement, à la fois du trading. Aujourd'hui, quelle est la différence entre les deux et pourquoi tu fais les deux en fait? C'est ça de mon côté. Les gens sur ma chaîne le savent, là, j'ai 20% de mon portefeuille en trading, plus des positions de swing trading là, que je prends sur quelques jours, quelques semaines, des fois quelques mois. Puis 80% de mon portefeuille qui est en plus des positions plus longues, là, avec des projets de haute conviction. Ça Ok. fait que
Est-ce que ça répond à la question? Je pense que Ouais, oui. ouais, clairement, mais du coup, là-dessus, pourquoi tu fais 80-20? Pourquoi tu privilégies plus, l'investissement? Voilà. Parce que j'aime trader, de un, puis aussi dans le marché, parfois la meilleure chose à faire pour avoir des gros gains, là, des fois 20, des fois 50, dans le marché des cryptos, ben, c'est de rien faire. Il faut juste être patient, s'asseoir sur ses mains. Puis le côté trading, ben, m'aide à, disons, à passer cette petite envie de faire quelque chose là. Ben, je trade, ça me permet de trader. Puis justement, le 20% que j'ai en trading, lorsqu'on est dans un marché en tendance haussière, ma devise de base, c'est le Bitcoin. Puis lorsqu'on est dans un marché plus incertain ou en tendance de côté, ma devise de base, c'est les stablecoins, là. OK. Et du coup, ce que tu dis là, c'est que, lorsque on est en tendance haussière, tu prends tes profits sur tes trades en bitcoin et en ether, alors qu'en tendance baissière, c'est plus des stables. OK, très bien. Mais ça justement, c'est intéressant parce que, comme je te le disais juste avant, ça fait un peu, ces 20 de ton folio et sont un peu un garde-fou, sur se dire: «Bon maintenant, tu as 20 pour faire joujou, tu fais joujou et après on fera les comptes, dans 3-4 ans pour voir lequel a surperformé». Et vu que tu as une petite historique dans le monde de la crypto, on peut savoir est-ce que ce qui a su performer, c'est ton joujou, c'est ton 20%, ou est-ce que c'est ton 80%, c'est ton plutôt bon père de famille, même si on est en crypto, il n'y a aucun bon père de famille. Donc dis-nous, enfin, quelle partie a surperformé, et du coup, pourquoi tu ne majores pas forcément la partie qui a surperformé? Ouais, ben, bonne question. En fait, la partie qui a surperformé, ça, on va dire même étrangement, c'est la partie trading. Puis là, c'est ça, tu te demandes pourquoi j'ai seulement 20% de mon portfolio en trading. Ben, premièrement, pourquoi ça l'a surperformé? Qu'est-ce que je pense? C'est que c'est le fait que je retire en stablecoin lorsqu'on arrive vraiment dans des pointes de marché ou des crypto-monnaies qui ont fait des gros pourcentages de gains versus mon portfolio à 80% que je ne vois pas nécessairement en stablecoin lorsqu'on Mmh. arrive à une pointe de bulle, que je suis là plus pour le long terme. Puis pourquoi je garde seulement 20% en trading? Ben, c'est parce que la partie trading, je la garde seulement en côté. En fait, c'est seulement 20% de mon portfolio parce que tout simplement, c'est psychologique. J'aime mieux diversifier mon portfolio en termes de stratégie d'investissement aussi. Mmh. Puis c'est ça, je ne suis pas seulement en crypto, là, je suis en action, je suis c'est ça, en immobilier aussi. Tu sais, il y a plusieurs facettes à ce que je fais. Puis je pense que diversifier ses stratégies, c'est une bonne chose aussi, là. OK. Et du coup, si on doit faire un focus simplement sur la partie trading, c'est quel type de trading que tu fais? Quel horizon de temps? Quel actif? En général, je suppose que c'est plus des altcoins? Ouais, pour la partie trading, ouais, généralement, c'est plus des altcoins parce que c'est là que les plus gros gains peuvent se faire. Puis aussi, ma stratégie, c'est plus du trading de momentum, là, comme que je parle dans ma formation de trading. En fait, moi, les trades que j'aime le plus, c'est quand on a vraiment une tendance claire, soit une tendance haussière définie ou une tendance baissière définie. Puis, généralement, avant qu'on ait une tendance haussière ou une tendance baissière, on a une phase où est-ce que le marché se transige de côté. Ben, généralement, ça, c'est souvent avant qu'il y ait une tendance Ouais. haussière. On a un breakout, on sort de la tendance de côté. Puis après ça, on a un pullback, un premier retracement. Puis souvent, c'est là que je prends mes positions. Dans les premiers retracements, les deuxièmes retracements. Puis j'essaie de profiter de la montée le plus longtemps possible en prenant des profits là, au fil de la montée puis de la tendance. OK. Fait qu'en général, ouais, c'est ça. Mes positions sur les altcoins en tendance haussière ou baissière lorsqu'on a une forte tendance bien établie. Ça ressemble à ça. OK, très bien. Et du coup, je sais qu'aussi sur ta chaîne, tu parles pas mal de smart money, de psychologie, de Fed et de whale, et donc à partir de ça, je suppose que maintenant sur ta stratégie d'investissement, tu as aussi une stratégie d'achat et une stratégie de vente qui doit être bien particulière par rapport à ce dont tu parles, donc dans tes vidéos. Donc je te vois souvent, montrer en général des graphiques, des whales qui accumulent, ou de la smart money, donc en fait, c'est-à-dire les whales qui accumulent, et aussi de la Fed qui imprime, ce genre de choses. Comment ça se résulte par rapport à toi, ta stratégie d'achat et de vente sur ton portefeuille d'investissement? Ben ouais, très bonne question, là. En fait, par rapport à. C'est qu'il faut regarder plusieurs choses. Faut pas seulement regarder le marché des cryptos pour repérer les tendances long terme. C'est ça que j'ai découvert avec le temps. En fait, ma stratégie d'investissement comporte plusieurs facettes. Premièrement, il y a l'analyse fondamentale.
que quand je mets de l'argent dans un projet, je m'assure que les fondamentaux sont bons pour être sûr qu'au moins le projet va survivre les prochaines années, qu'il y a du financement, qu'on n'aura pas un tokenomics de merde, qu'on va se faire domper des tokens dessus. Qu'est-ce qui est quand même régulier en crypto-monnaie, il faut faire attention à ça. Après ça, ma deuxième stratégie pour prendre position, c'est l'analyse technique. Donc, si ça passe l'analyse fondamentale, on passe à l'analyse technique. Ok. Où est-ce qu'on est rendu sur le graphique? Est-ce qu'on est rendu dans un range? Est-ce qu'on est rendu au sommet d'une bulle? On est rendu où? Fait que là, ça détermine est-ce que c'est le bon moment pour prendre une position ou non. Donc, on peut aller chercher le timing avec l'analyse technique. Troisième facette de l'analyse, ben, c'est le sentiment du marché en général. Donc là, c'est plus des indicateurs, disons, subjectifs, là, que je vais voir les médias sociaux par rapport à certains projets, aussi par rapport au marché en général, parce que lorsqu'on est dans une phase de marché baissière, ben, en général, toutes les cryptos montent ou descendent en même temps. Donc, le sentiment, c'est vraiment important de savoir où est-ce qu'on est rendu. Mhm. Puis on se rappelle que les meilleures opportunités, c'est quand tout le monde a peur, tout le monde panique, qu'il y a du sang dans les rues. Alors que quand c'est le temps de vendre, ben, c'est quand on n'a jamais. Finalement, on est euphorique et on n'a pas envie de vendre. Puis même en tant que trader depuis presque 10 ans, là, quand on est dans un bon marché, comme en ce moment, que ça peut faire peur. Puis généralement, c'est contre-intuitif. C'est quand on a le plus peur que c'est le temps d'acheter. Puis quand on est le plus excité que c'est le temps de vendre. Donc, je pense que la meilleure stratégie que j'ai trouvée avec le temps pour enlever les émotions, c'est d'acheter par palier puis de vendre par palier lorsqu'on est en montée. Puis, quatrième stratégie que j'utilise pour mon investissement, ben, c'est tout ce qui est l'analyse on-chain, justement, là, qu'on parle des whales, Mm. tout ça avec Glassnode, qu'on peut voir leur comportement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en fait, avec les outils comme Glassnode ou CryptoQuant, c'est pour la première fois de l'histoire de l'investissement, on a accès à ce que font les whales, donc les entités qui détiennent beaucoup d'une crypto-monnaie ou de. Parce que dans le marché traditionnel, là, par exemple, si on transige l'action Tesla, on n'a aucune idée qui est en train de domper ou qui est en train d'acheter, sauf à la Mhm. fin du trimestre. Donc, on voit, OK, il y a tel gros joueur qui a acheté ou tel gros joueur qui vendait. Ou comme dans les compagnies pharmaceutiques, en ce moment, on voit tous les insiders qui vendent les compagnies pharmaceutiques avec la merde qu'ils ont faite avec leur injection. Puis, c'est ça. Fait avec les cryptos, on peut voir ça en temps réel. On n'est pas obligé d'attendre à la fin du trimestre. Puis ça, je trouve ça, c'est vraiment utile, surtout pour aller chercher des tendances de fond. Les tendances de fond, on peut aller les chercher avec les whales. Mais à le court terme, c'est pas les whales qui disent ça. C'est vraiment plus les algos, les leviers, puis le high frequency trading là, qui est rendu beaucoup à la mode dans les crypto-monnaies maintenant, comme dans le marché des actions. Puis je dirais, ma cinquième stratégie maintenant qu'on en parle, ben, c'est de regarder le marché des actions puis le marché de la dette. Puis là, Ouais. c'est là qu'on peut intégrer la Banque centrale américaine puis toutes les autres banques centrales. En fait, l'économie en général, parce que on voit quand même que les cryptos sont corrélés avec le marché des actions. Puis ça date pas d'hier, là, quand même. À chaque fois qu'on a vu une belle montée incroyable des crypto-monnaies, on était dans un marché aussi sur le marché des actions. Donc, pour l'instant, tant aussi longtemps qu'il y a de la pression sur le marché des actions, le marché des cryptos ne pourra pas partir vers le haut. Sauf à un certain moment, Ben, je pense que là, on est en train de voir, peut-être, je pense pas que c'est maintenant, mais quand on va voir la bulle des obligations, là, de la dette vraiment s'effondrer, c'est là que je pense que le capital va vraiment aller vers les actifs tangibles. On va voir l'or, l'argent, les commodités exploser, mais aussi les crypto-monnaies. Je pense que ça va devenir un actif qui va devenir finalement un safe haven, un risk-off pour se protéger de l'éclatement de certaines bulles. Mais on n'est pas rendu là encore. Pour l'instant, ça se transige comme le marché des actions. Ok. Ok, et par rapport à cette bulle sur les obligations, en fait, ça entraînerait une grosse baisse des actions, je pense qu'on est d'accord là-dessus, et du coup, en fait, tu penses qu'il y aurait une grosse décorrélation par rapport à la baisse des actions due à cette bulle sur les obligations, parce que les crypto-monnaies sont un actif refuge uniquement en temps de, dans cette situation-là? Ben, jusqu'à maintenant, si on regarde l'histoire, les crypto-monnaies Ils sont n'ont pas corrélés. prouvé du tout qu'ils étaient un actif refuge, Ouais. mais je spécule que ça peut le devenir parce qu'on voit des pays qui commencent à l'utiliser comme monnaie, des pays qui commencent à l'utiliser comme réserve de valeur, des grosses compagnies.
Puis c'est pas pour rien là, que ces grosses entités-là font ça. C'est tout simplement parce que ils veulent se protéger de l'inflation. Ils ne croient plus au dollar avec, ben justement, tu sais, quand on peut imprimer quelque chose à partir du vide puis le domper sur le marché, c'est un peu comme les shitcoins là, qu'on voit qu'il y a une émission de tokens qui, à chaque mois, vont libérer, disons, 25% d'inflation sur le marché. Ben, c'est la même chose qu'on se fait faire avec les dollars. Puis là, à un certain moment, c'est sûr que lorsqu'on va voir cette bulle obligataire exploser, le capital ne va pas disparaître. Il va juste aller d'un endroit vers un autre. Puis là, il faut juste, dans notre tête, réfléchir où est-ce que le capital va s'en aller. Ben, on le sait que l'or, l'argent, les commodités, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je pense que, comme on dit, là, je pense que les cryptos vont rentrer dans cette classe d'actifs-là. Puis je pense que ça va faire exploser le market cap de toutes les cryptos. Mais encore là, ça reste à voir. Parce que lorsque la bulle des obligations va exploser, ça va être le crash le plus incroyable, le plus violent que personne n'aura jamais connu, là, parce qu'on va voir pratiquement toutes les bulles exploser en même temps. Puis, quand on regarde le S&P 500 ou le Dow Jones, où est-ce que va être le bas? Ben, ça risque d'être plus bas que ce qu'on a vu en 2008. Donc, ça risque d'être assez violent. Donc, qu'est-ce qui risque d'arriver? On spécule, mais à chaque fois qu'on a vu un crash dans l'histoire des marchés, généralement, tous les actifs descendent, même l'or et l'argent. Mais les premiers à récupérer du crash, c'est les actifs à valeur refuge comme l'or et l'argent et les commodités. Puis, probablement les crypto-monnaies pour cette prochaine correction-là. Ok. Ok, bah c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus, mais si on doit, tu vois, pour un particulier, simple particulier qui nous écoute, essayer de donner l'outil enfin un ou deux outils pour estimer en fait cette chose-là, c'est-à-dire bah, l'état de la dette ou bah, l'état des whale on chain, comment il peut aller voir gratuitement, tu vois, un petit outil, un petit indicateur qui est tangible, que lui il peut aller voir tout seul pour voir un peu, faire un peu son avis sur à la fois l'état du marché du Bitcoin, c'est-à-dire le nombre de whale qui achètent, ce genre de choses, à la fois l'état de marché au niveau psychologique et aussi pourquoi pas donc l'état du marché obligataire. Si tu as Ouais, de on quoi va tout donner des trouver. indicateurs qui sont gratuits et disponibles en ligne, voilà, je pense que c'est un peu dur, mais je te laisse, je te laisse avec la question. Ben, c'est une très bonne question. On va tout trouver le Saint Graal, l'indicateur qui nous dit le sommet puis le bottom du marché. Mais je pourrais en dire quelques-uns. Yes. Pour l'outil à surveiller sur le marché traditionnel, vraiment pour voir si on a cette explosion de la bulle obligataire du marché de la dette, c'est de regarder les taux d'intérêt 10 ans. Si on voit le taux d'intérêt 10 ans exploser à la hausse là, de façon incontrôlable, puis le prix des obligations s'écrouler, là, ça veut dire que c'est sûrement le big one, le vrai crash qui s'en vient. Fait que ça, c'est l'indicateur ultime, selon moi, là, pour voir si c'est un vrai crash ou en ce moment, comme en ce moment, on n'est pas sûr. Là, on a vu quand même le taux 10 ans monter rapidement, mais c'est pas de façon incontrôlable. Donc, on peut estimer que probablement, d'ici les prochaines semaines, on va avoir un bas dans le marché, puis on va repartir vers le haut. Puis, pour qu'est-ce qui est des whales, ben là, c'est d'aller sur Glassnode. Généralement, avec le deuxième tiers, là, le tiers 2 qui appelle à 40$ par mois, on peut avoir des bons outils. Ok. Mais sinon, pour avoir des outils du tiers 3, là, c'est quoi? C'est 1000$ par mois ou 800$ par mois. Oui. L'idéal, c'est d'aller sur Twitter puis de regarder les analystes on-chain comme Willy Woo, Will Clemente qui vont publier justement les chartes du tiers 3, mais avec l'interprétation qui vient avec. Ah, c'est cool ça. Puis généralement, c'est génial. Finalement, on a tout accès aux données déjà interprétées, pré-mâchées par ces gens-là, ou de s'abonner à l'infolette de Glassnode, qui à chaque semaine fait une vidéo gratuite sur YouTube qui explique l'état du marché par rapport justement au well, au holder long terme versus court terme. Donc ça, c'est des belles ressources, je dirais, pour quelqu'un qui veut s'initier justement aux données on-chain. Ok. Ok, bah très bien, déjà c'est pas mal d'outils que j'essaierai de mettre en description. Du coup, à partir de là,
Sur ton portefeuille d'investissement, je suppose que tu as une certaine stratégie d'achat, une certaine stratégie de vente et tu as dit que c'était un peu du dollar cost averaging, c'est-à-dire j'achète par palier et je vends, du coup par palier. Là-dessus, aujourd'hui, c'est quoi les je dirais les deux trois actifs sur lesquels tu as la plus, la thèse la plus forte, pour on va dire, les 5 prochaines années? C'est-à-dire si tu dois acheter, 2-3 cryptomonnaies aujourd'hui et fermer les yeux pendant 5 ans, qu'est-ce que tu prendrais? En fait, tu vois, Ben, pendant 5 ans, j'ai aucune conviction pratiquement sur aucune crypto-monnaie. Ouais, Dans le sens que je ne sais pas quelle technologie va être la killer app là, qui va remplacer. Parce que je pense, tu sais, on s'entend que, justement, j'ai fait une vidéo dernièrement là-dessus. Selon la courbe d'adoption, c'est comme si on était en 1998 sur Internet, OK? OK. On a à peu près 200 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies. Puis en 1998, est-ce qu'il y a un seul site web qu'on utilisait en 98 qu'on utilise encore maintenant? Il n'y en a pas beaucoup. Quand on regarde le top 50, le top 20 des sites web, mais c'est la même chose pour les crypto-monnaies. Ben, avant, si on revient avec l'autre parallèle, c'est que les vraies applications qu'on utilise maintenant, là, comme YouTube, Amazon, Facebook, Twitter, Et cetera. Zoom, ça s'est tout développé en 2004, 2005, un peu plus tard, après. Donc, ma théorie là-dessus, c'est qu'on va avoir plusieurs micro-bulles, il va y avoir plusieurs cycles d'adoption, mais de là, être capable de prédire quelle technologie va être là encore dans 5 ans, c'est vraiment dur à dire, honnêtement. Je pense qu'il va y avoir des nouvelles technologies qu'on ne sait même pas encore qui existent, qui vont être là, puis qui vont venir remplacer ce qu'il y a en place. Mais qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des blockchains de contrats intelligents comme à la Ethereum, à la Near, à la Solana. Tu sais, ce genre de crypto-monnaie-là va encore exister, mais là, laquelle va surperformer le marché, c'est vraiment dur à dire parce qu'on le sait que Ethereum, dans la forme qui est là, ça ne fonctionne pas. Là. Tu sais, les frais de transaction sont élevés en fou, ça ne scale pas, c'est lent, c'est pas efficace. Il va y avoir des. Est-ce que Ethereum va réussir vraiment à accomplir ce qu'il veut accomplir avec Ethereum 2.0, le sharding, avoir 100 000 transactions par seconde? Si oui, ben sûrement qu'Ethereum va être encore là, puis le prix va être beaucoup plus haut qu'il est en ce moment, ça c'est sûr. Mais il faut qu'il réussisse tout ça. Puis il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Puis il y a d'autres technologies comme qu'on voit Near, qui est déjà comme Ethereum 2.0, voudrait être là dans 3-4 ans. OK. Mais est-ce que Near va réussir à avoir l'adoption comme Ethereum? Ben là, c'est une autre question. Est-ce que ça va être juste. Quel crypto va avoir l'effet de réseau? C'est vraiment à déterminer avec le temps. C'est pour ça que j'ai de la misère à me prononcer dans les 5 prochaines années pour te dire une crypto. Mais je peux te dire des secteurs, par contre, qui risquent de se développer. Ça avec un peu OK. plus de certitude, par contre. OK, bah, c'est intéressant parce que tu vois, moi, par exemple, j'ai quelques thèses sur lesquelles où je suis quasiment certain, à mon sens, hein, que dans 5 ans, elles existeront toujours. Tu vois? Quand je vois la roadmap d'Ethereum, les Layer 2, les ZK Rollup et cetera, j'en parlerai sûrement dans une vidéo, je me dis qu'on peut être assez certain qu'Ethereum existera. Bitcoin existera, ça c'est sûr, mais on peut être assez certain qu'Ethereum existera et aura une valeur plus élevée que maintenant. Maintenant, tu vois, c'est assez drôle de voir ton avis là-dessus, qui se dit tout simplement humble et qui dit: «Bah, je sais pas, on voit, je mets mes œufs un peu dans le panier du secteur» et du coup les secteurs ce seraient lesquels? Ce seraient les blockchains d'infrastructure, le métaverse? Je te laisse, Ouais, c'est ça. Ben, justement, je suis d'accord avec toi qu'Ethereum va être encore là, mais est-ce que ça va être la crypto qui a la plus grande montée? Probablement pas. Puis nous, je pense qu'en investissement, c'est ça qu'on veut, c'est aller chercher des gros gains, malgré que ça va probablement être une valeur sûre pour les 5 prochaines années, dans le Mmh. sens un gros bateau qui monte tranquillement. Mais même là, il faut qu'ils réussissent à implémenter les Ethereum 2.0, puis ça, ça sera pas aussi facile que ça. Donc, je pense que les secteurs, comme on a parlé, ben, les blockchains de contrats intelligents, c'est sûr qu'il y a plusieurs facettes là, qui vont. Parce que je pense que l'avenir va être multi-chain. On va avoir le trilemme des blockchains, là, la scalabilité, la sécurité, la vitesse. Ben, on va avoir besoin de blockchains super rapides pour tout ce qui est le gaming, des jeux, des réseaux sociaux sur des blockchains ou des décentralisés. On a besoin de vitesse. Puis il y a d'autres applications, d'autres entreprises qui vont nécessiter
des blockchains plus sécuritaires, puis la scalabilité ne sera pas un problème. Donc, je pense que l'avenir est multi-chain. C'est pour ça que j'aime en mettre un petit peu dans plusieurs types de projets, plusieurs types de blockchains. Mhm. Aussi, un autre secteur qui va se développer fortement, selon moi, c'est la DeFi. Là, c'est sûr que d'aller dans les gros joueurs comme AV, ben ça, il y a pas de problème pour l'instant parce qu'on sait que la DeFi est là pour rester. Aussi, le secteur des metaverse, c'est pratiquement, ben, c'est sûr, ça va se développer parce que on voit les investissements là, à coût de centaines de millions de dollars des plus grosses compagnies du monde pour faire partie de la metaverse. Ben, on le sait que les cryptos dans la metaverse vont continuer de se développer. Est-ce que ça va être dans la forme qu'on connaît là? Je ne sais pas. Puis, quelle forme va prendre la metaverse pour être adoptée? Probablement les environnements de travail pour commencer, puis le gaming. Puis après ça, j'imagine que ça va devenir plus social. Mais le secteur des metaverses, vraiment aussi à regarder. Si on regarde ça, ouais, je dirais que ce serait les trois que je suis pas mal sûr pour l'avenir qui Ok. vont rester. Ok, bah c'est intéressant. Maintenant, si on revient sur ton portfolio cette fois, tu as parlé tout à l'heure un peu de diversification. Est-ce que aujourd'hui, la crypto forme toujours une partie majoritaire dans ton patrimoine ou tu as voulu un peu diversifier? Si oui, est-ce que tu as diversifié avec des NFT, de l'immobilier, de la bourse, de l'immobilier tokenisé? Qu'est-ce que tu as préféré? Ouais, de mon côté, en fait, j'ai commencé à acheter des NFT. Là. J'explore le marché, mais je ne suis pas un expert encore là-dessus. Puis je pense qu'il faut vraiment faire des recherches. Puis aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le secteur des NFT, c'est que ça prend beaucoup de volume de transactions si on veut acheter un NFT parce que sinon on est pris avec et on ne peut pas le vendre. Puis l'autre point, ça prend une communauté derrière le NFT qu'on achète. Fait que j'explore de ce côté-là, mais disons que c'est moins d'1% de mon portfolio, les NFT en ce moment. Mhm. Puis je concentre mon portfolio en ce moment dans les crypto-monnaies plus régulières, là, si on veut. Ben, disons dans le top 100 des crypto-monnaies, selon certains secteurs, c'est pas mal là que j'ai mon argent. Et du coup, en termes autre diversification, c'est-à-dire en bourse, l'immobilier peut-être, je sais que tu en as un peu parlé. Est-ce que tu le fais aussi ou pas du tout? Tu considères que tu es pas un expert dedans et que tu préfères te concentrer sur les cryptos? Ah, ok, ben mon portfolio crypto reste en crypto. Ouais, Disons, tu sais, le 80-20, c'est pour la partie crypto. crypto. Mais j'ai aussi un portefeuille d'actions. Là, en ce moment, c'est principalement en commodité là, que j'ai acheté avec l'inflation qu'on voit qui est grandissante. Là, comme j'ai acheté des ETF sur le blé, le soya, le maïs, un petit peu tout ça parce que tu sais, ça va monter. Puis je pense que ça va continuer de monter pour la suite des choses. Aussi en or, en argent, que j'ai acheté des compagnies minières. Puis dans l'immobilier, pour l'instant, c'est plus des terrains que j'achète ici au Canada. Là. Il y a une stratégie particulière sur l'achat de ces terrains-là? Est-ce que tu vas faire construire un immeuble ou c'est juste voilà, des terrains, enfin, des terrains que tu achètes pour de la spéculation, de l'achat-revente, que sais-je? Ouais, c'est ça. Ben, c'est plus pour l'achat-revente. Puis, en fait, c'est plus avec. Là, je dirais même, je suis pas expert à ce niveau-là. J'ai plus des amis conseillers, pas conseillers financiers, Il allait dire le mot pas des tabou. conseillers financiers, des courtiers immobiliers que je veux dire qui vont plus m'aider au niveau des stratégies. Puis, on en discute. Là. Ça fait que, disons, c'est plus pour faire des développements immobiliers. Là. Je suis plus en tant qu'investisseur. Eux s'occupent de tout le côté immobilier. Moi, c'est plus du côté investissement. Là. Ok, ok, bah Donc, bon. par exemple, on achète un gros terrain qu'on divise en lots. Ensuite, on construit des maisons dessus, puis on vend ça par phase. C'est ça les stratégies, Ok, bah généralement. c'est intéressant, ça doit être plutôt chronophage, je suppose que c'est pas toi qui t'en occupe, mais moi ça commence à m'intéresser tout ça pour essayer de faire marcher surtout un certain effet de levier qui est disponible grâce à l'emprunt bancaire. Mais si on doit du coup euh, aller sur la dernière question que je pose à la majorité de mes invités, qui est aujourd'hui, avec toutes les connaissances que tu as, si tu dois devoir commencer la crypto des zéros et qu'on te donne entre allez, 1000 et 5000 dollars de ta poche, qu'est-ce que tu ferais pour devenir full-time crypto en un an. C'est-à-dire que tu peux être trader, tu peux être éditeur, tu peux être développeur, tu peux être ce que tu veux, mais l'objectif, c'est de vivre de ce monde-là en un an. C'est-à-dire que tu as un an devant toi pour vivre chez toi, tu as un an de loyer, et de loyer et de salade et de nouilles tout près, tu vois. Et du coup, à partir de là, ton OK. objectif, c'est de vivre de les cryptos dans un an. Qu'est-ce que tu ferais? Premièrement, si j'ai aucune expérience en trading, c'est sûr que je
traderais pas du tout. C'est la meilleure façon de se faire défoncer le portefeuille, c'est de faire du trading avec aucune expérience. Ben, je dirais qu'avec des compétences de développeur et possibilité d'aller chercher des salaires dans les 6 chiffres facilement dans des projets blockchain, il faut juste savoir se spécialiser dans le bon langage de coding. Ça, c'est une belle avenue pour quelqu'un qui a des compétences à ce niveau-là. Sinon, de mon côté, tout simplement, je l'investirais dans le marché, dans les opportunités que je verrais là, pour l'avenir. Puis honnêtement, je pense que maintenant, quelqu'un qui investit, disons, 5 000 peut se retrouver dans une situation... En fait, ça prend 2 bull runs, 2 bull runs pour être libre financièrement. Si on commence avec 5 000 par exemple, si on réussit à acheter dans à peu près le bas d'un bear market, d'un marché baissier, on achète les cryptos dans le top 100. Là, on ne se casse pas la tête avec les bons narratifs. C'est pratiquement sûr qu'on fait un x20 si on a été mauvais. Là. On fait un x20. En général, c'est ça que le monde des cryptos nous a montré. Puis si on réussit à prendre des profits rapidement, ben ça prend après ça une autre correction pour flusher les projets de merde et puis tous les projets de spéculation. Puis on réussit à rentrer dans le marché baissier suivant. On peut encore se taper un autre x20, puis généralement, les choses vont bien à partir de là. Ouais, mais c'est une histoire qu'on se raconte tous en général, ça se passe pas comme ça pour la majorité des gens. C'est-à-dire que moi, j'ai dû acheter le top de 2017, tu vois. Ensuite, Ok, ouais. ensuite j'ai dû acheter sûrement un point bas aussi de 2018, mais j'ai sûrement pas vendu le top de 2021 ni de 2022. Donc, tu vois, en général, il faut pas partir, je pense, en tout cas à mon humble avis, hein, mais de partir de la stratégie, je pense que je vais acheter le bas et je vais vendre le top, parce que moi, ça n'a pas trop fonctionné, et pour la majorité des gens, ça ne fonctionne pas vraiment. Tu dis en général, le DCA, si tu DCA le bas, donc tu achètes par palier le bas et que tu vends par palier le top, en général, ça passe plutôt mieux. Ça passe, enfin, en tout cas, personnellement, sur ce bull run-là, ça s'est bien passé. Mais en tout cas, merci, Paul, d'être venu aujourd'hui. Et si tu as un mot de la fin, je te laisse la parole. Ouais, ben, pour juste terminer sur ce que tu as dit, t'as vraiment bien. T'as raison là-dessus aussi. On n'attrapera jamais le sommet, jamais le bas. Qu'est-ce que je veux dire par x20, en fait, c'est que probablement que tu vas faire x50, mais si tu réussis à prendre des profits à x20, c'est déjà bon. Ah oui, d'accord. C'est ça que je veux dire. C'est pas le sommet absolu. Puis en réalité, tu t'as dit qu'est-ce qu'il faut faire. DCA dans les projets de qualité lorsque c'est bas, puis vendre par palier lorsque ça monte. Puis je dirais, pour les gens, un mot de la fin, là, pour les gens qui commencent en crypto, mais prenez votre temps. Là. Si vous voulez vous bâtir une fortune, il faut être patient, il faut comprendre comment fonctionne le marché. Le meilleur investissement que vous pouvez avoir, c'est dans votre éducation. Donc, prenez le temps de comprendre comment fonctionnent les cryptos. Pas juste de répéter des mots blockchain, bull market, bear market. Apprenez qu'est-ce que veut dire les mots exactement, comment vous allez pouvoir les utiliser dans votre stratégie. Puis aussi comprendre, par exemple, les narratifs metaverse. Oui, c'est beau dire metaverse, mais là, qu'est-ce qui va être utilisé dans le metaverse? Prendre vraiment le temps là, de comprendre qu'est-ce qu'il y en est, pas juste, disons, s'exciter sur des mots de tendance, parce que je vois tellement ça des gens qui vont me dire des mots tendance, mais on essaie d'avoir une discussion, il n'y a rien, il n'y a pas de fond. Mais assurez-vous de comprendre ce que vous faites. Déjà, là, c'est la base pour devenir un bon investisseur profitable. Puis après, pour bâtir une fortune, ben, il faut se laisser plusieurs années. Puis ça, je pense que c'est important. L'idée en crypto en quelques mois faire un x100 ou un x1000, mettez-vous pas ça en tête. C'est pas ça le but des cryptos. Puis c'est très rare que ça arrive. Là, vraiment, l'idée, c'est de se bâtir une fortune sur plusieurs années puis d'apprendre qu'est-ce qu'est le marché. Puis je pense qu'en général, n'importe qui commence dans les cryptos, si la thèse d'investissement que j'ai, puis que je pense que tu as aussi, Benjamin, que c'est les technologies d'avenir, normalement, il y a beaucoup de capital qui va s'en venir dans les technologies de crypto. Donc, normalement, les gains vont venir avec. Ok. C'est pas mal ça que j'aurais à dire pour terminer. Ok, bah magnifique, magnifique conclusion. Et bah écoute, on se dit à dans quelques mois peut-être pour un remake. Et puis merci d'être venu sur la chaîne. Ben, ça fait plaisir, Benjamin. Merci beaucoup encore. Ciao.
Attends, avant de partir, je t'invite à lâcher un like, un commentaire pour l'algorithme et aussi à t'abonner. Pourquoi pas pour mes beaux yeux et pour que je puisse faire plein de placements de produits dans le futur, mais plutôt pour que j'ai le volume nécessaire pour inviter de plus en plus de gens intéressants qui pourront venir partager leur portefeuille et se plier à l'exercice de partager leur stratégie de manière transparente avec vous. Donc si vous voulez voir de plus en plus de gens intéressants et en plus dites-moi les gens que vous voulez recevoir en commentaire, et il faut s'abonner, laisser un like et un commentaire. Plus de ça, si vous voulez utiliser ma stratégie à moi, la stratégie de la finance décentralisée et du farming qui me permet de générer des revenus passifs qui vont être colossaux en finance décentralisée, en crypto, alors je vous invite à aller dans la description où il y aura une formation complètement gratuite qui va vous expliquer comment je réalise ça au quotidien. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Maintenant je vous laisse liker, commenter, tout ça pour l'algorithme, ça fait plaisir, c'est cadeau. Sur ce, on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao.